taches de couleur saturées me perforent le cerveau. Je garde un instant les yeux fermés, le temps de faire 3 pas en avant, sous l'offensive lancée par les spots fluorescents et les néons de lumière noire qui gouvernent l'Imaginarium et son immense piste de danse. Mes oreilles bourdonnent déjà, mes doigts se crispent dans ma poche. Je m'efforce de rester le plus petit possible dans le sillon des camarades qui m'ont traîné à contre-cœur jusque-là, au cœur de la nuit. Ah, j'aime pas ces nuits en ville. Notre troupe aborde une armoire à glace, un Africain aux dents jaunies par le tabac. Sa mâchoire proéminente semble lâcher le vide lorsqu'il parle. Il nous place dans le carré select, réservé aux habitués, aux familiers du patron, aux payeurs de bouteilles ou aux putes haut de gamme. À la table d'à côté, 4 nénènes nous dévisagent, puis se remettent à se trémousser sur une ignoble reprise électro de Bonnet. Les fauteuils de cuir que nous présente le viseur sont d'un goût douteux, rouge ou rose selon l'éclairage. Ils reluisent, comme souillés par la sueur encore chaude d'un dealer obèse venu s'afficher au bal masqué des rats des villes. Quand les 3 serveuses nous apportent les bouteilles que nous avions commandées, portant les seaux à champagne à bout de bras au-dessus d'une foule d'insignifiants qui s'agitent en contrebas, je n'ai pas quitté le fond de mon siège. Je me sens comme une loque humaine, un mollusque, une limace. Le bruit énorme et les lumières surnaturelles sont un sel qui me fait fondre et qui me déshydrate. Mes amis s'esclaffent, comme des poules autour des bâtons étincelants plantés dans des glaçons. J'aime pas le champagne. Un serveur m'apporte un whisky de mauvaise qualité dans un verre blond où se noient 2 cubes de glace. Il me donne ce regard qu'on donne aux losers et une addiction séparée des 3 magnums d'alcool. Je lui retourne la grimace pour lui rappeler qu'ici c'est l'huile minable, le chien, le pique-assiette, le sang-fric. Je déteste les cons, les rampants, les quémandeurs bêtes qui se traînent aux pieds des autres, surtout à mes pieds. Je suis au-dessus de cette masse d'êtres informes. J'ai beau être assis dans le plus pourri des fauteuils clubs de cette discothèque, j'ai beau être assailli de toutes parts et dans tous les sens, j'ai beau subir, je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-delà, comme un roi sur un monticule de cafard. Les blondes de la table d'à côté sont rapprochées de nous. Je les entends pouffer avec mes camarades qui les ont pris sous leurs bras, qui tentent des baisers maladroits, mais se méprennent sur les intentions de ces nuiteuses. Elles n'en veulent qu'au champagne rosé qui arrive saut après saut. Ah, j'aime pas les tapineuses, je reste seul. On se moque de moi alors je me tourne vers le théâtre du sabbat frénétique de l'Imaginarium. Je regarde la plèbe à travers mon 3e verre de whisky. Les figures dansent frénétiquement, troublées par des glaçons qui fondent lentement. Ma visée s'arrête sur une silhouette ondulant plus que les autres. Une robe noire serrée au corps, 2 jambes opalines dénuées du bas des fesses au talon, des bras lactés, sensuels. Un visage de porcelaine, une tignasse rousse. Ah, j'aime les rousses et leurs taches de rousseur. J'aime cette vision inattendue à travers mon verre d'alcool fort. Je l'observe sans qu'elle s'en rende compte, passionnée qu'elle est par la musique électrique. Je l'imagine nue, sans sa robe, puis à genoux devant moi, allongée aussi. Ses cheveux rougent de tous les côtés, comme la crinière d'un lion ou le casque solaire d'Apollon. Lorsque j'abaisse enfin mon verre, les ondulations du whisky sont toujours là, tournoyant autour d'elle. Je bande, je m'extasie devant l'inconsciente qui s'offre à mes fantasmes, mais un souffle sur ma nuque me tire de ma rêverie. Une présence au-dessus de mon épaule me glace le sang, je n'ose pas me retourner. Et je ne perçois du coin d'œil qu'un type aux cheveux gominés qui me gueule un truc à l'oreille. Dans le vacarme de la musique, je me retourne et lui demande de répéter. Il m'a peut-être reconnu. Il a la dégaine du smart boy de bas quartier, une élégance provocante dans sa manière de se tenir, droit dans son pantalon de velours beige et sa chemise rose aux énormes boutons de manchette. Il tient une clope pas encore allumée entre 2 doigts et sa moustache est bien taillée. Béthanie Bourgeois! Gueule-t-il encore. Elle s'appelle Béthanie Bourgeois! Il désigne du doigt un fauteuil à côté du mien, rouge ou orange. Il porte une chevalière en majeur, ornée d'une gemme ébène. Il s'installe en face de moi, bloquant la vue que j'avais sur mon héroïne, et il se penche en avant sans se soucier du camarade dont il a pris la place, et qui danse sans aucun rythme avec une des filles du carré d'à côté. Cette rousse est en fac de biologie, célibataire depuis plus de 5 mois. Son ex-petite amie, restée à Paris, l'a quitté pour une autre. Quelle erreur, j'adore les étudiantes. Jour après jour, elles gardent le même âge, et jour après jour, je prends de l'expérience. Lorsque je demande au joli moustachu comment il la connaît, il me répond la même chose. Il aime bien les étudiantes. Béthanie vient régulièrement ici et s'éclipse toujours sur les coups de minuit 20 en laissant ses amis en plan. Elle a fait sa terminale scientifique au lycée Joffre. Elle rentre seule. Elle, cette rousse au corps si bien gaulé, rentre seule. L'inconnu à l'allure trop italienne pour être vrai me file une tape sur le genou. Un geste qui me perturbe, me révulse, et se lève sans ajouter un mot. Je ne le regarde pas s'éloigner, mais la créature à la tignasse de feu a disparu. Je jette un œil dépité au cadran argenté de ma montre, il est minuit et quart. Il est minuit et quart et 2 secondes lorsqu'un verre d'alcool avec une vilaine odeur de boisson énergétique se répand sur mon épaule, inondant ma chemise. J'ai du sirop plein l'oreille, ma chemise est pourrie.
Je me lève et dans un vieux réflexe digne d'un sursaut post-mortem me retourne. Mes camarades lancent des doigts d'honneur à des racailles en polo Lacoste qui plus bas tentent de grimper dans le carré VIP. Les pétasses ont toutes déserté les banquettes pour se réfugier derrière une triplette de videurs. Et puisque ces 3 gorilles sont frisés, je donne pas cher de notre sort de blanc-bec. Nous étions rentrés par la grande porte, on nous a sortis par celle de derrière. Un de mes camarades s'est retrouvé face contre terre dans une coulée de pisse encore chaude. Un autre se tenait le nez, du sang perlant entre les doigts de sa main. Ma chemise était pourrie. On me dit que je saigne de l'oreille. Je pense que ma chemise est doublement pourrie, mais je proteste pas. Puis j'aperçois le moustachu au pantalon beige qui se grille une clope au bout de la ruelle. Il porte un veston mi-saison anthracite, par-dessus sa chemise lilas, et sous le réverbère, j'aperçois le clin d'œil qu'il m'adresse avant de tourner au coin de la rue. Je reste une seconde planté comme un con. Les mecs, je reviens. Aucun me répond, mais je fonce à la poursuite de l'inconnu, et à l'angle où il avait disparu, je heurte Bethany. Son front s'aplatit contre mon épaule, secouant ses longs cheveux ondulés d'une vibration particulière, le tressaillement d'un frisson. Elle met une éternité à s'excuser. Je vois ses yeux ronds d'étonnement qui cherchent un moyen de fuir, une issue derrière mes épaules. On est trop proche et je la rattrape par les 2 bras alors qu'elle effectue un pas en arrière. « Bethany !» Je lui lance avec un grand sourire, et je vois ses yeux. J'aime les yeux verts. Qui s'écarquille de nouveau. Elle est paniquée d'avoir été reconnue, de pas me reconnaître et de se retrouver piégée face à un inconnu dont elle a honte de ne pas souvenir le nom. Je vois ses yeux qui cherchent mon prénom. Bethany Bourgeois, lui assénage encore. Du lycée Joffre. Elle panique encore plus, puis à ce regard faussement sympathique à n'importe qui lorsqu'il fait mine de souvenir d'un interlocuteur qu'il reconnaît pas du tout. Je m'en fous, je continue. C'est Charles, on était en terminale S ensemble. Je me souviens. Tu saignes de l'oreille, Charles. T'en as partout sur ton col de chemise. Et ça me pique, mais j'en ai rien à foutre. J'ai qu'une seule envie, c'est de la ramener chez moi. Je bande, pourvu qu'elle le remarque pas. Je relâche mon emprise, j'ai légèrement froissé sa veste en satin. Je porte 2 doigts à mon oreille, là où la douleur me semble la plus aiguë. Du sang chaud, bien rouge, humecte le bout de mes phalanges. Je les lèche, plus par soin que par goût. Du coin de l'œil, je vois la poitrine de Bethany qui se soulève, sa respiration qui s'accélère. Je la regarde de nouveau, ses yeux verts fixent mon oreille. T'as l'oreille ouverte. Faut que je rentre chez moi soigner tout ça. Faut que t'ailles aux urgences. T'arriveras pas à le faire tout seul. Je le ferai. Alors je viens avec toi. Elle allaiterait presque, Bethany. Ses mains sont crispées sur son sac, elle paraît bien décidée. Elle me reconnaît toujours pas, elle me reconnaîtra sans doute jamais. Mais mon élan de sympathie a dû faire son petit effet, je l'ai hameçonné. Je lui dévoile la direction de mon appartement et virant de bord, j'entends le délicieux claquement de ses talons qui me suivent sur le béton du trottoir. Mes potes ont disparu, mais je m'en fous, je tire ma ligne. J'habite un vieil immeuble, tout en pierre taillée et bardé de frontons corinthiens au-dessus des portes et des fenêtres. Bethany hésite devant la beauté de l'édifice. Je sens qu'elle éprouve un certain plaisir à le contempler et à en gravir le perron. Ce qu'elle voit pas, ce sont les gargouilles, trop hautes dans les ténèbres, qui semblent nous cracher à la gueule depuis le 13e étage. Nous prenons l'ascenseur sans parler. Elle regarde mon oreille sanguinolente. Je fixe sa poitrine et respire fort. Un courant d'air dans la cabine rafraîchit ma nuque par intermittence. Le ralentissement soudain de l'appareil et le tintement de la sonnerie annonçant le 3e nous tirent de nos contemplations. Je tourne la clé 3 fois dans la serrure avant d'ouvrir. Je pénètre dans mon loft en laissant le battant grand ouvert et me dirige directement vers la salle de bain. « Mets-toi à l'aise !» lui lançai-je avant de claquer la porte. Le miroir du placard à pharmacie me renvoie une image qui me donne envie de gerber et m'hypnotise à la fois. J'ai l'impression d'avoir une moustache prépubère qui pousse sous mes narines, des poches livides sous les yeux, des cheveux défaits et gras. Je suis en nage. Le sang qui coulait de mon oreille est en train de coaguler. Il est noir par endroits et forme des petites boules molles que j'écrase. Et il bout encore au contact de ma peau. Machinalement, j'applique un gant humide. La fraîcheur de l'eau me fait l'effet d'une décharge électrique. J'ouvre le placard, m'empare de la bétadine et m'asperge l'oreille. Je crois avoir des compresses de gaz et des bandages dans un coin. Mais comme ma main droite s'applique à tenir le gant gelé sur ma blessure, la gauche ravasse le contenu de l'armoire de toilette. Tout s'en va rouler dans l'évier, jusqu'à ce que Bethany toque à la porte. Charles, tout va bien? Je réponds rien. J'ai entendu du bruit. Elle a de l'audace d'entrer dans mon intimité. Je m'assois sur le rebord de la grande baignoire sans la regarder. Elle se permet de me rejoindre et m'auscultant. Elle m'enlève les pansements des mains. Elle a quitté ses chaussures à talons et tortille ses pieds nus sur le carrelage froid. Dolce Gabbana, je lui demande. Quoi donc? Des escarpins. De chez Guess. J'aime sa voix. J'aime que lorsqu'elle me parle, le souffle de sa voix vienne me caresser la joue. Je garde mes bras croisés sur mon pantalon. La promiscuité me perturbe trop. Un cadeau de tes parents? Non. Une touche d'amertume dans sa voix.
J'en conclus qu'il s'agit d'un cadeau de son ex-petite amie. J'imagine qu'elle habite dans un studio, qu'elle sort pour se faire remarquer, qu'elle a besoin de compagnie et qu'elle veut quelqu'un dans son lit. Je me tourne vers elle et garde une main sur mon oreille pour empêcher la gaze de foutre le camp. Je tente de l'embrasser. Ses doigts pincent mon oreille. Ça fait mal mais j'aime ça. Je crois que j'ai croqué sa lèvre. Bethany se dégage avec un petit non. Elle tente de fuir mais je la rattrape dans le salon. « Où tu vas ?» Elle récupère ses talons hauts au pied du canapé d'angle. « Où tu vas ?» Je lui crie, alors que nous jouons au chat et à la souris autour des fauteuils. Dans la panique, elle heurte ma sono, qui se met en marche et balance un titre des Stooges. Laisse-moi partir. Lui répond Iggy, et court, puis dérape lorsque j'attrape le bout d'une mèche de ses cheveux, et je manque de me rétamer après elle sur le parquet ciré en voulant la retenir. Elle se débat à petits coups de talon dans mes côtes et mes épaules, et puis elle vise avec justesse l'arête de mon nez. Je tourne le visage avant qu'elle me perfore l'œil, et le talon ne fait que glisser le long de ma joue. Sous le coup de la surprise, je la libère. Je vérifie du bout de mes doigts que ma joue n'est pas écorchée. Avec une pointe d'amusement, nous reprenons notre course. Mais à peine arrive-t-elle à la lourde porte d'entrée que je la plaque contre le bois. Où tu comptais aller ? Laisse-moi. Je l'écrase de tout mon poids. Je pousse ses avant-bras au-dessus de sa tête et plonge mon nez dans ses cheveux roux. Je renifle son odeur divine. Elle sursaute pour se dégager, mais immobilisée, elle ne peut que sentir ma gueule qui se colle dans la cambrure de ses reins. Je sais que tu veux rester, je le sens. J'insiste d'un coup de bassin, je le sens. Elle ose plus bouger, tremble légèrement, s'agrippe à ses chaussures. Elle pleurniche pas. Elle répond à mon coup de bassin. Alors vas-y, prends-moi contre ta porte. Son corps est soudain bouillant alors qu'un petit courant d'air frais nous inonde. Elle laisse tomber au sol ses talons aiguilles, libère sa main droite comme si je ne l'avais jamais tenue, et relève sa robe au-dessus de sa taille. Elle respire fort, plus fort que moi. Je sens sa main qui se balade sous ma chemise. Je la presse d'un nouveau coup de rein. Tu m'as laissé mater tes seins toute la soirée. Enlève-moi ça. Elle manque d'arracher les passants de mon pantalon en tirant sur mon ceinturon. Mon oreille s'est ouverte de nouveau, mais la douleur me stimule. Je mords son épaule nue quand elle accepte enfin que je la pénètre. Mon ange est déchaîné. Bethany m'envoie un à un mes coups de boutoir. Et alors que nous écumons, mon œil accroche une image dans le Judin. Mon cœur palpite soudain, il explose presque. Derrière l'œil de bœuf, dans le couloir rouge qui mène à l'ascenseur collé à ma porte, le smart boy de l'imaginarium rigole comme un bossu et il écoute le vacarme de nos ébats. Bethany est repartie plus tôt dans la matinée. Cargo de Gainsbourg inonde mon salon tandis que je scrute une tasse de café à la main les reliefs de la ville. Un avion griffe le ciel et laisse une traînée blanche derrière lui. Il est loin et paraît immobile. Le café est froid, mais si je frissonne, c'est que la tasse devient lourde et que je m'ennuie. Dehors, seul le soleil et les pigeons osent perturber mon inaction. Et puis je sens qu'ils s'installent sur le cuir de mon canapé. 1, c'est bien. 2, c'est mieux. Affirme le smart boy. Toi et moi, plus elle. Bienvenue au 7e ciel. Je me retourne doucement. Je me souviens plus comment il est rentré chez moi. Je me souviens plus de la fin de la soirée. Je sais que Bethany est repartie ce matin. Je sais qu'après avoir enfilé un pantalon et j'ai allumé la musique et préparé 2 cafés. Je me souviens plus quand l'Italien est rentré chez moi cette nuit, ni comment nous l'avons fini. Tu as aimé ? Continue-t-il. Je crois, puisque le smart boy tient à la main la seconde tasse de café et que je me souviens pas lui avoir donné. Il me considère sans remuer un cil. Son regard me pénètre. Puis avec une nonchalance calculée, il se lisse la moustache entre 2 doigts, fait glisser son pouce le long de la ligne de ses boutons et pose sa main sur sa cuisse, juste au-dessus de l'aine. Il porte le même pantalon beige de la veille et des mocassins à glands cirés. Je remarque de nouveau la chevalière qui porte au majeur. La gemme noire représente un crâne humain. Il sourit. Je ne suis pas celui que tu crois. Je ne suis pas italien. Et alors ? Je suis bien au-delà de tout ça. Regarde-toi. Il pointe son index vers mon visage, comme un roi qui lancerait un ordre de son trône. Un ordre qui parcourait l'espace du salon pour me fouetter le visage. Machinalement, je porte ma main à mon oreille. Il n'y a plus de plaie. Il n'y a plus de douleur. Je tente de trouver une explication rationnelle à ce tour de passe-passe, mais j'ai beau tourner mon esprit dans tous les sens, j'ai beau retenir ma respiration, j'ai beau me forcer à me concentrer pour récupérer mes souvenirs, je suis obligé de faire semblant, une nouvelle fois, de faire comme si je comprenais. Alors je m'approche pas à pas, la plante de mes pieds foulant le parquet qui craque et passant très près de ses genoux. Je m'assois dans un autre fauteuil, en face de lui. Mon téléphone vibre au même instant dans la poche de mon pantalon. Je me tortille pour le retirer de son coin chaud. Mais c'est à contre-cœur que je décroche. La voix monotone à l'autre bout du fil trahit un enthousiasme faussé. Bonjour Charles, vous allez bien ?
J'espère que je ne vous dérange pas. Vous n'êtes pas venu à notre dernier rendez-vous hier après-midi. J'imagine que votre père est de nouveau parti en voyage. Quelle est sa décision? Encore l'Italie? Ne profitez pas trop de son absence. Vous savez que cela ne vous est guère bénéfique. Je suis certaine que vous vous en sortez bien. Nous progressons, Charles. Vous progressez. Il serait parfaitement regrettable que vous replongiez, que votre maladie reprenne le dessus. Je veux dire, si vous ne venez pas à nos séances. C'est extrêmement important. Souvenez-vous de ce dont nous avons déjà parlé, à maintes reprises. Est-ce que vous pouvez venir à mon cabinet cet après-midi? Est-ce que vers 15h, cela vous conviendrait? J'ai pas envie de vous parler. J'ai pas envie de parler avec vous. Je coupe la communication. L'Italien me regarde toujours. Il cligne un peu des yeux comme s'il avait suivi toute la conversation. Le son du combiné était sans doute trop fort. L'écho de cette voix répercute encore chaque recoin de mon crâne. Je suis obligé de fermer les yeux un moment et de revenir à l'instant présent. L'Italien a changé de l'inclinaison de sa tête. Nous avons l'air d'un vieux couple qui ne se parle plus, tenant tous les deux de manière idiote une énorme tasse de café qui ne fume plus depuis un bon moment. Il attend que je lui pose une question. Mais pendant qu'il patiente, je garde le contrôle de la situation. Dès que je la poserai, il deviendra le maître, je le sens. Je deviendrai le soumis. Sans y jeter un regard, je laisse l'avion cargo parcourir 1/10 de mon tableau urbain, jusqu'à ce que ma langue me brûle trop pour rester silencieuse. Que me veux-tu? Tu le sais déjà, au fond. Tu sais que je peux tout offrir. Tout ce que tu cherches. J'ai déjà tout. Mais tu t'emmerdes. Le jour uniquement. Quand je ne suis pas là, uniquement. C'est la première fois qu'on se rencontre. Pourtant, son regard me paraît familier. Il n'a pas tort, alors. C'est la première fois que nous nous rencontrons physiquement. L'Italien fait teinter sa bague contre la céramique du mug. Mais c'est normal que tu ne t'en souviennes pas. Combien de filles as-tu déjà violées? Celle d'hier soir, n'était-elle pas mieux qu'à l'ordinaire? Cette fougue, cette furie que je lui ai insufflée. À quoi joue-t-on? Action ou vérité? Tu n'es pas chiche. Nous restons muets un moment. Je suis pas chiche. Le disque de Gainsbourg s'arrête et le silence s'abat sur nous, comme si nous étions pris au piège entre le marteau et son enclume. La présence du smart boy m'écrase de plus en plus. Je sens mon dos qui s'enfonce dans le fauteuil, mes os qui se rapetissent, ma vue qui vacille. Il détache enfin ses yeux des miens pour scruter son café, comme si d'un coup il s'était aperçu qu'il le tenait en main. Le silence, le temps qui passe, l'ennui. Évanoui! Tout ça n'aura plus d'importance pour toi si tu acceptes de me suivre. Tes pertes de mémoire régulières aussi disparaîtront. Il pèse pas ses mots. Son discours est prémâché, digéré et recraché des milliers de fois déjà. Il m'horrifie. Ma tasse devient vraiment lourde, mais je peux pas me résoudre à la déposer sur la table basse. Je suis tétanisé, et pourtant mon cerveau continue de réfléchir à 200 à l'heure. Juste du peu de contrôle qui me reste pour dévier le sujet. Hier soir, c'était mieux en effet. Content de te l'entendre dire. Où est-elle repartie? Ailleurs. Déjà amoureux? J'espère que t'as pas planqué son corps dans l'appartement. Je veux pas que mon père tombe dessus quand il reviendra. Nous ne l'avons pas tué. Pas celle-ci. Pas cette fois. Le smart boy se lève et rajuste les plis que forme sa chemise dans son pantalon. Il me regarde de nouveau d'une manière insupportable. Il va ensuite déposer sa tasse de café sur la banque du bar américain et attrapant sa veste grise... J'ai faim. Je me tire. J'ai envie d'une pizza. Une bonne belle reine. Pas toi? La porte d'entrée s'ouvre d'elle-même sur son passage, mais elle ne conduit pas au couloir rouge du 13e étage. Il y a autre chose, indicible derrière. C'est opaque et translucide à la fois. Et comme la vue de ce monde me glace d'épouvante, je détourne brutalement la tête vers la baie vitrée. Le soleil, le vol des pigeons et l'avion toujours immobile. Ce n'est que lorsque je ne sens plus son souffle sur ma nuque qu'enfin je repose le mug de café. Un léger déclic du combiné téléphonique qu'on décroche arrive au bout de la 6e sonnerie. Une fille me répond avec l'accent dégueulasse de son quartier. J'hésite entre raccrocher et appeler un autre livreur de pizza ou lui demander son adresse pour lui faire parvenir un chèque pour des cours de diction. Mais la garce pourrait s'en servir pour s'acheter une paire de panties de luxe sur internet. Ou encore l'insulter. Salut grognasse, Charles Gaspard, 12 avenue de la République. J'aurais voulu commander une bonne grosse pizza comme tu sais bien les faire. Je sens qu'elle hésite aussi entre raccrocher et me répondre poliment. Quelle pizza de notre catalogue voulez-vous commander, monsieur? La reine, poufiasse. Et j'espère que cette fois-ci, tu fourras pas tes sales doigts pleins de cyprine dans la garniture. Je n'ai pas les... Ta gueule, j'ai trouvé un de tes poils pubiens dans la dernière que j'ai bouffée. Notre livreur sera là dans une vingtaine de minutes. Vous réglerez par carte ou en espèces? 20 minutes? 20 putains de minutes? C'est beaucoup trop, sale... Elle me raccroche au nez. Sale conne, smicard insomniaque, sauteuse de god, elle m'a raccroché au nez. Pourquoi le diable s'intéresserait-il à moi? Qu'ai-je d'intéressant? Ou plutôt, est-ce que ma vie est si dénuée d'intérêt pour qu'il s'évertue à me coller au cul? Réponse,
Il n'est pas le diable, c'est un escort boy italo-moustachu avec un charisme à faire chavirer le plus profond des hétéros, qui s'est amusé à mettre de la drogue dans mon verre et dans celui de Bethany, et qui nous a violés cette nuit. Ah, je me suis fait violer, je m'en souviens plus. Enculé d'Italien. Je fonce dans la salle de bain, il y a du sang plein l'évier, sur le rebord de la baignoire jacuzzi. Il y a des bandages déroulés par terre, une flaque de bétadine, un paquet de capotes ouverts et vides. Je me fous à poil, je me regarde sous tous les angles. Pas de coups, pas de griffures. Je ressens aucune douleur, ni là, ni ici, ni à l'anus. Ah, je souffle. Je me suis pas fait violer. J'ai toujours l'air normal, en moins musclé et en plus pleutre. Un blond au visage fin parmi tant d'autres. Sous la pomme de douche, je laisse l'eau chaude s'écouler le long de mon corps. J'ai des trous de mémoire, comme si une limace aurait pris mon cerveau pour une feuille de laitue et y aurait laissé un vide grand comme le pouce. Je me sens creux. J'aimerais que la gerbe d'eau me transperce, comme si je n'avais jamais été là. Mais elle me frappe de plein fouet d'un flot qui m'est bouillante. Je résonne de l'intérieur avec l'intensité de ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie. La salle d'eau se remplit peu à peu d'une épaisse vapeur suffocante. Et je me laisse aller à des rêveries, comme si j'avais appris à vivre avec mon amnésie. Je coule, je fonds, comme le dernier glaçon d'un cocktail saturé par des alcools. Lorsque je sors de mon hammam artificiel et mitouflé dans une lourde serviette de bain rayée de blanc et d'ocre, la fraîcheur du salon me saisit les pieds et remonte mes jambes et mon torse nu et pétrifie les muscles de mon cou. Je resserre un peu plus le linge autour de mes épaules. L'Italien est là, à m'attendre, planté au milieu du séjour. Il me détaille de haut en bas en gardant les mains dans ses poches. Comme un gamin qui aurait fait une connerie, je dénoue la serviette pour l'enrouler correctement autour de la mataille. Toujours pas parti ? En fait, déjà de retour. On a des trucs à se dire. Tu as réfléchi à ma proposition ? Laquelle ? Vendre mon âme contre une vie de millionnaire ? Je suis déjà millionnaire, et jeune, et beau, et imberbe. Mon silence en dit plus long que toutes les réponses que je pourrais trouver enfouies dans les méandres de mon cortex. Mon absence de réaction en dit plus long que tous les combats de lutte que je n'aurais jamais pu gagner avec mes faibles biceps. Le smart boy regarde sa montre. Je te propose un jeu. Fait-il ? Dans quelques secondes, un Chinois va frapper à la porte pour t'apporter ta pizza. Tu auras un couteau à la main. C'est à toi de décider s'il est plus amusant de découper la pizza ou le Chinois. Si tu optes pour la seconde solution, je te ferai une nouvelle proposition. Non pas parce que je m'ennuie, mais parce que tu t'ennuies et que je t'aime bien. Je pense. Enfin, je crois. Il paraît gêné. Est-ce qu'il me drague ? On frappe à ta porte. 3 coups retentissent dans le loft, puis la sonnerie stridente. « J'arrive !» Que l'ai-je ? Derrière la porte, un asiatique obèse, engoncé dans un t-shirt rouge trop court qui laisse saillir 2 bourrelets de graisse. Cette bouée de sauvetage lui sert de panse. Il me fixe d'un air défoncé. Il a 3 poils de barbe, un duvet en fait, qu'il aurait dû raser dès l'âge de ses 13 ans, mais qu'il a laissé comme une terre en friche. Un cassos. Comment un type comme lui qui bosse dans du gras, qui bouffe du gras, qui chie sûrement du gras, fait-il pour pas avoir la gueule tartinée de boutons d'acné ? Y en a qui ont de la veine. Une pizza reine ? Me demande-t-il sans relever que je suis à demi nu. C'est pour moi. Je n'avais pas fait attention à ce détail, mais je tiens un couteau de cuisine dans mon dos. Je m'en suis aperçu quand la pointe a commencé à me percer le dos, de l'avoir pressé trop fort contre mon omoplate. Le Chinois me tend la pizza, je la prends de l'autre main et nous restons debout l'un en face de l'autre, sans rien dire. Il me regarde avec dédain ou un genre d'air supérieur que je devrais considérer comme un affront. Cours toujours, sale laquais, coureur de job, disciple précaire de l'assistanat. Le Chinois rompt le silence. Ma collègue que vous avez eu au téléphone ne m'a pas précisé si vous régliez par carte ou en espèces. Ça vous fera 12,40 €. Sauce piquante ? Je réponds rien. L'Asiatique garde ses gros doigts figés sur la fermeture éclair de son sac banane, car il doit sûrement y ranger ses échantillons de sauce pékinoise ou mexicaine. Il reste immobile, au cas où, un indécis de plus dans cette société purulente. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, jeune homme. Pourquoi tous les livreurs de pizza sont shintok de nos jours et pas italiens ? C'est quand même une pizza italienne que j'ai commandée, pas un putain de plat à base de nouilles molles. Je ne suis pas chinois. Qu'il me dit. Je suis vietnamien. J'ouvre la bouche pour lui dire de se la fermer s'il ne veut pas répondre correctement à ma question, qui était très polie au passage, même si j'ai employé le mot putain qui est une insulte communément acceptée. Mais il me coupe la parole. En plus, c'était raciste. Je tourne la tête pour regarder le smart boy, il me fait non de la tête avec des mouvements lents. Il est tout aussi consterné que moi. Je vous ai dit que je réglais comment ? Vous ne m'avez rien dit, justement. Suivez-moi alors, mon portefeuille est resté dans ma cuisine. Le gros tas me suit. Je suis persuadé qu'il a vu que je tenais le couteau, puisque je laisse maintenant pendre mon bras avec nonchalance. J'arrive au bar américain et je l'observe. Il bronche pas, ses yeux brillés demeurent inexpressifs. Je suis prêt à parier que le champion du monde de poker est asiatique. Il me prend peut-être pour un excentrique, un de ces riches qui a perdu la tête à coups de café cocaïne. Alors que je saisis le portefeuille avec la lame de cuisine encore entre mes doigts, il la regarde.
Je sors 2 billets de 10 et les dépose sur le comptoir du bois ciré. Le Chinois regarde la lame, puis les billets. Je veux pas de sauce piquante, je n'en mets que dans ma béchamel. Il prend les billets et je lui cloue la main au comptoir avant qu'il la retire. Il crie, je m'esclaffe et puis siffle le bruit du pneu qui se dégonfle lentement. J'aime pas les gros. Le Viet n'a pas de couilles. Il hurle comme une truie qu'on égorge. Il essaye de retirer sa main mais il comprend pas qu'il doit d'abord arracher la lame, qu'il ose même pas toucher tellement la douleur est intense. Il s'accroupit au pied du bar en chialant. Je lui décoche un coup de genou dans les dents. Je visais le front. Ses canines me font mal à la rotule. Le livreur hurle de plus belle et se pisse dessus. Dans un mouvement de panique, il tentait sans doute de se relever. Il dérape dans sa flaque et hurle d'autant plus puisque sa main restée plantée sur le comptoir se déchire dans la foulée. Mais sous son poids de sumo, le couteau ne tient pas 4 secondes de plus fiché dans la banque. La baleine se libère de son entrave. Je le poignarde à l'épaule. Cette fois-ci, la lame y restera. L'expatrié crie comme une folle. L'Italien me regarde. Je regarde l'Italien. Le Chinois, ou le Viet, selon la position que l'on tient, a rampé sur 3 mètres vers la porte d'entrée avant de tomber dans les pommes à cause des coups de couteau que je lui fichais dans les cuisses. Il a suffi de quelques secondes pour que son jean gris devienne rouge. J'ai profité de son petit somme pour l'attacher sur une chaise dans la salle de bain. Il s'est réveillé à la première claque que je lui ai filée. Sur le coup, il se remet à pleurnicher et à gémir, balayant la pièce des yeux sans me regarder, cherchant un moyen de fuir, alors qu'il sait pertinemment qu'il pourra pas partir tant qu'il est ligoté. Inutile de crier, personne t'entendra, tout l'immeuble est au boulot. Il me fait oui de la tête, réduit au silence par la chaussette que je lui ai glissée sous la langue. Je regarde ma montre, il est presque 15 heures. Le Chinois tremble comme s'il attendait un arrêt de bus en plein hiver. Son sang n'en finit pas de goûter sous son pantalon. Le saisissant par sa tignasse trop grasse, j'ai pris le temps d'enfiler un gant en caoutchouc, protection appartenant à mon maniaque de père dont il se sert lorsqu'il passe la serpillière. Je lui renverse la tête, ses petits yeux se révulsaient presque. Ses pupilles ne se focalisaient plus sur moi ni ailleurs, ou sinon par intermittence. « Tu veux de la sauce piquante ?» lui demandai-je. Sa gorge produit quelques glapissements, je n'aime pas la sauce piquante. Le livreur est bien pâle, ses gargarismes ne disent rien qui vaille. Je retire la chaussette de sa bouche. Il aspire un grand bol d'air frais et se met à tousser. Je me retourne vers l'Italien. Il me regarde avec la même exaspération que j'éprouve à l'égard de mon futur macabé. Le faux livreur de pizza italienne reprend sa respiration. « T'es un malade. » me fait-il. Je te demande pardon ? T'es un malade. Tu finiras en tôle. Et toi, où donc finiras-tu ? J'ouvre un sachet de sauce piquante et je me saisis de nouveau de sa folle chevelure de jaillit et lui asperce le visage de liquide pimenté. Voilà pour ta gueule d'asiate, on verra si tu gardes une peau aussi nette après. Dans un premier temps, il crie comme un forcené, mais finit par cracher ses poumons à cause du nappage mexicain qui lui tapisse le pharynx. C'est lorsque je m'apprête à lui ouvrir la gorge qu'on sonne à la porte. L'Italien fait mine d'être étonné, mais ne bouge pas son cul. Je pose la lame sur le rebord de l'évier. La porte du loft est restée grande ouverte depuis l'arrivée du Chinois. Je m'attends à trouver n'importe qui sur le seuil. Un voisin interpellé par les bruits, le concierge en colère parce que j'ai pissé dans ses plantes, un proxénète prêt à me faire la peau parce que je lui ai pas rendu une de ses putes en bon état, ou plutôt parce que je la lui ai rendue en kit, mais Bethany porte un jean cigarette et un t-shirt imprimé de luxe. Elle s'est fait belle. Elle cramponne ses mains à son sac. Elle fixe des yeux les couleurs de sang répandues dans mon salon. En me voyant arriver, la serviette tachetée de rouge autour de la taille, son expression ne change pas. Elle n'est pas blême, elle est cadavérique. Je m'interpose entre elle et la traînée d'hémoglobine. « T'es revenu ?» Oui. Je sens la chair de poule m'envahir, mes tétons doivent pointer. Je fais comme si de rien n'était. Et puis comme si elle sortait d'un mauvais rêve, Bethany s'ébouriffe les cheveux, papillonne des paupières et fait claquer ses lèvres. J'avais besoin de te parler encore une fois. Hier soir, je sais pas ce que tu m'as fait, ni comment tu l'as fait. Mais c'était géant. J'aurais dû partir, je crois. J'aurais dû courir loin d'ici, mais j'ai adoré cette nuit. Son regard est embué. Elle est en nage. Son excitation de la veille n'est pas retombée. Dans tes draps. Rajoute-t-elle avec ce claquement de lèvres particulier. Nous deux ? Oui. Me coupe-t-elle. Tous les deux. C'était super. C'était sublime. J'ai pris un pied que j'aurais jamais imaginé. Je crois que je suis folle de revenir ici, de te parler de tout ça, mais je pouvais pas le garder pour moi. Il fallait que je revienne. Machinalement, elle a attrapé le pli que forme ma serviette sous le nombril. Elle tire gentiment dessus, mais sans la détacher, et le secoue comme une enfant secourait les rênes d'un poney. Je pose ma main sur le chambranle et soupire. « C'est gentil, Bethany, mais tu devrais rentrer chez toi. » Quand elle comprend, elle se fige, la bouche grande ouverte. Elle lâche ma serviette, baisse les yeux et replace derrière son oreille une mèche de cheveux. Elle regarde mon nombril, ou la tache de naissance que j'ai sous le sein droit, ou le téton qui pointe.
Elle sourit, mais brièvement, parce que c'est zygomatique lâche et qu'elle encaisse mal le coup. C'est pas possible entre nous, c'est ça. J'ai bien remarqué la photo sur la table de chevet. Tu préfères les hommes plus vieux, hein? C'est pas possible entre nous. Reprenant ses propres mots. Ça fait souvent moins mal que d'inventer autre chose. Je laisse planer le silence autour de nous. Et murmure un... D'accord. Fait 2 pas en arrière sur le tapis rouge du couloir de l'étage, se retourne et rejoint l'ascenseur. Je la suis des yeux sans bouger, mais elle m'adresse aucun regard avant de disparaître. J'aurais pu lui dire que je vivais chez mon père. J'aurais pu. Mais j'ai pas voulu. Je sais pas combien de temps je reste sur le seuil de ma porte, mais lorsqu'enfin je la referme, il fait nuit. Un vilain courant d'air froid s'engouffre à l'intérieur. J'ai changé de serviette, une bleue marine, horrible. Il n'y a plus de sang sur le parquet du séjour, mais 3 bouteilles d'eau de javel vides jonchent le comptoir du bar américain. L'Italien est là. Il sourit devant la baie vitrée du salon, auréolé de lumière de la ville. Je l'interpelle d'un coup de menton avant de retourner dans la salle de bain. « Elle te voit pas, hein ? Personne te voit. » En effet, répond-il. sauf toi. Et puis plus rien. Dans ma salle d'eau, le chinois exsangue est encore attaché à sa chaise, mais ne bouge plus. J'en conviens qu'il est mort sans moi. J'aime pas les égoïstes. Le vibreur du téléphone portable me tire de mes pensées. Mon estomac se noue, mais je veux pas prendre ça pour une forme de remords. Je sais qui m'appelle et pourquoi il m'appelle. Je décroche quand même. Bonsoir Charles. Vous n'êtes pas venu cet après-midi. J'en suis navrée. Que s'est-il passé? Je réponds pas. Ma psychologue considère mon silence comme une invitation à poursuivre son monologue. Vous savez que vous êtes dans une situation critique. Lorsque vous m'avez contacté, vous étiez à 2 doigts de basculer. Que s'est-il passé? Voulez-vous qu'on en parle? J'ai relu mes notes. Lors de nos précédentes entrevues, vous faisiez allusion à une influence extérieure. Avez-vous rencontré quelqu'un qui vous aide à surmonter vos problèmes d'amnésie chronique? Voulez-vous qu'on en parle au téléphone? C'est peut-être plus simple. La dernière fois, vous aviez presque réussi à aborder le traumatisme de votre enfance. Voulez-vous qu'on se voit pour éventuellement tenter de... recommencer? Vous avez en vous le potentiel pour surmonter tout ça. J'en suis persuadée. Elle se tait et écoute mon silence. Avez-vous suivi mes conseils? Êtes-vous sorti avec des amis? C'est important, les amis. Il ne faut pas que vous vous retrouviez trop souvent seul. C'est important, les amis. Écoutez, Charles. Je vais vous laisser. Je vous ai appelé parce que je me faisais du souci. Mais je vais vous laisser. Je ne voudrais pas vous déranger. Je voulais simplement m'assurer que vous ne faisiez pas d'erreur. Je ne suis pas seul. C'est une bonne chose. Bonne soirée, Charles. Venez me voir demain à mon cabinet. Nous parlerons de tout ça. Je raccroche avec politesse. J'aime pas les psychologues qui en veulent à l'argent de leurs clients, mais je les traite toujours avec politesse. Je me réveille les bras et les jambes attachés à ce qui me semble être une énorme croix de bois. Je reconnais la texture rêche sur ma peau nue et celle des boulons froids dans le creux de mon dos. Je ne suis ni allongé ni debout, mais dans une position intermédiaire. Des cale-pieds m'empêchent de glisser. Mes mains sont solidement ficelées, peut-être déjà violettes. Devant s'allonge la baie vitrée de mon loft aérien. La lune est pleine, beaucoup plus grosse qu'à l'ordinaire. Et face à moi, comme si la nuit me fixait de son œil de cyclope comme un enfant regardant des fourmis dans un terrarium. La lune est pourtant si loin, hors de portée, bien à l'abri des couleurs nocturnes de la métropole. L'orange, le rouge, le feu du trafic, le blanc électrique qui perce les fenêtres des hauts immeubles de bureaux, le bleu descendant du ciel noir dans lequel bouillent des nuages gris. Toutes ces couleurs qui vous filent le tournis, qui vous assomment jusqu'à perdre prise, jusqu'à devenir fou. Un tableau de maître, me fait l'Italien. digne des plus grandes apothéoses de l'opéra. Mon rythme cardiaque s'accélère. J'essaie de garder le contrôle, mais j'ai peur. Des décharges dans mes nerfs, dans mon cerveau, dans mes artères me font dérailler l'esprit. Je panique, j'angoisse, et l'Italien se tenant près de moi dévoile sur la table basse qu'il a rapprochée un attirail de chirurgien. J'y connais rien en chirurgie, hormis le fait que sur le feutre noir qui lui servait de sacoche s'étalent maintenant des scalpels, des couteaux, des ciseaux et des pics. Je veux lui dire de pas le faire, quoi qu'il compte faire, mais j'ai le pressentiment qu'il m'écoutera pas, et paradoxalement comme l'intuition que je dois le laisser faire. Le smart boy s'empare d'un couteau dont la lame, plus courte mais plus large que les autres, est curviligne, un genre de faucille que je verrais bien entre les mains d'un chasseur. Il me dit avoir appris l'art du dépeçage auprès d'un berger mandchou. J'ai un haut le cœur, mais rien ne sort de ma gorge. L'Italien secoue lentement sa tête en faisant claquer le bout de sa langue sur l'intérieur de ses incisives. Ne t'inquiète donc pas tant, Charles. Tout se passera bien. Je déglutis sans salive. Tu sais, toutes ces pertes de mémoire, ces trous noirs qui surviennent chaque jour, je dois dire que c'est de ma faute. Il s'approche de moi en faisant tourner son couteau entre son pouce et son index. J'en profite pour t'obliger à dire ou à faire des choses pas belles du tout. Je m'amuse avec toi, car je t'ai choisi. Il s'agenouille devant moi. Je sens son souffle effleurer mes testicules. Tu en as de la chance. J'en ai de la chance. Je compte te rendre tes souvenirs, un par un,
À la fin de quoi, tu m'appartiendras. Es-tu d'accord? Suis-je d'accord? Je vais te rendre tes souvenirs de ces jours et ces nuits que nous avons passés ensemble. Cela signera notre pacte. Je serai ton maître, tu seras mon élève. Je serai ton élève. Et nous signerons ce pacte avec ton sang. Ton âme contre ma puissance. Es-tu d'accord? Une crampe m'élance la cuisse. Il a ses mains posées sur mes tibias et me regarde comme une fille soumise. Sauf que je sens la lame froide de son couteau contre mon mollet et j'ai une énorme envie de pisser. Mon cerveau anesthésié se rallume tout à coup. Je suis d'accord. Tu me fais confiance? Je t'ai bien accueilli chez moi, c'est qu'au fond je te faisais confiance. Mais tu ne pensais pas que cela se terminerait comme ça. Rien ne se termine jamais comme on avait prévu lorsqu'on s'ennuie. L'ennui est un catalyseur de mauvaises surprises, de pétage de plomb, d'engloutissement. Alors, veux-tu vraiment le faire? Ouais, je le veux. Ça ne durera que quelques minutes et ça ne fera pas si mal que ça en a l'air. Je suis assez habile dans le maniement de ce couteau. Je commencerai par les pieds, puis remonterai jusqu'aux hanches. Ensuite le torse, les bras, et je finirai par le plus délicat, la tête. Enfin, nous ne ferons plus qu'un. Ma gorge sèche refuse de répondre quoi que ce soit. Il le sent, alors il ajuste le manche du couteau dans sa main, empoigne la plante de mon pied et glisse la lame entre le tendon d'Achille et la cheville. Les premières secondes, cela ne fait que l'effet d'une seringue qui vous injecte un liquide plus pâteux que le sang. Puis la douleur apparaît, tenace, exponentielle. L'Italien, d'un geste précis et circulaire, détache alors de la chair une partie de ma peau, sans qu'aucune goutte de sang ne perle. J'ai l'horrible envie de me gratter, de hurler, mais je peux ni bouger ni parler. Comme un sort qui me maintient dans un état de légume depuis le premier coup de lame. J'ai l'impression de marcher dans de la neige jusqu'aux genoux. Mes nerfs s'agitent chaque fois que le scalpel se glisse sous mon épiderme. L'Italien incise, découpe, arrache, sépare en taillant de la graisse. Il va extrêmement vite, un pied après l'autre, une jambe après l'autre. Je n'ose baisser les yeux. Chaque fois que je m'y risque, j'aperçois 2 pièces de viande de boucher, roses et grasses. Et quand je me rends compte que ce sont mes jambes, et pas 2 cuisseaux pur bœuf, je manque de rendre mon estomac, littéralement. Alors je garde les pupilles braquées sur l'énorme lune, au-dessus des immeubles. Elle observe le spectacle avec une placidité infernale. Elle dit rien, elle viendra pas à mon secours. Chaque incision transforme la pointe de la lame en un coup de feu tiré à bout portant. Chaque incision est un nouveau souvenir qui ressurgit de mon esprit, comme un éclair de lucidité douloureux. L'Italien meuble ainsi ma boîte crânienne, entaille après entaille, effeuillement après effeuillement, de souvenirs glauques, d'agressions, d'éclaboussures de sang, de meurtres, de viols. Tout me revient, et je reste les yeux grands ouverts, comme émerveillé, avec l'irrépressible envie de pleurer. Et j'ai honte, car rien ne sort de mes yeux brûlants. C'est que je dois avoir un cœur de pierre, ou qu'au fond je suis amoureux du beau diable. Je me souviens soudain d'une photo que j'ai prise avec mon père à Rome, devant le Colisée. Je me souviens que j'avais 6 ans et que malgré mon sourire ce jour-là, ma mère me manquait atrocement. Je me souviens de la chaleur de ses vacances à Rome et de la peur, chaque nuit, que mon père revienne me violer. Je me souviens de sa moustache frottant sur mon bas-ventre, tandis que des yeux, je fixais le pantalon beige qu'il avait pris le soin de plier et de poser délicatement sur ses mocassins raglan cirés. Je me souviens que c'est pour mon bien, que c'est parce qu'il m'aime. Je me souviens de ne pas avoir pleuré et d'avoir observé toute la nuit la lune par la fenêtre de l'hôtel. La lune qui ne me sauvera pas. L'Italien me ramène au feu de l'instant présent en s'affairant sur mon torse. Avec rage, je maintiens ma gueule grande ouverte. Je veux pouvoir pousser un long hurlement et calmer mon calvaire. Mais aucun son ne vient. J'imagine alors que je pleure des larmes douces amères, qui après avoir contourné mon visage ruissellent le long de mes oreilles, puis dans mon dos, et perlent sous mon anus ouvert au monde entier. Je compte les secondes, les demi-secondes. Il me dit que c'est pour mon bien et c'est parce qu'il m'aime. Puis la souffrance diminue, inexplicablement. Le diable dépaisse mes épaules, mes bras, mes doigts. Au bout des phalanges, je sens plus rien. Ni la brûlure intense de la chair à vif, ni le passage de l'acier sur mes muscles, ni son souffle sur mon corps. Quand il en vient finalement à mon visage, l'Italien est souriant. Il me regarde droit dans les yeux. Ses pupilles pétillent et pose sur moi ce regard paternel, réconfortant, presque plein d'amour. Il joue avec moi, avec ma peau. C'est sûr, mais c'est pour mon bien. Je lui souris en retour, et lorsqu'il donne le dernier coup de lame, il me chatouille, et nous nous mettons à rire, comme si cela n'était qu'un jeu. Enfin, je m'endors. Trois coups contre ma porte m'ont réveillé ce matin. Je suis sorti du lit pour ouvrir à mon père. Avec lui sont entrés l'ennui, le dégoût et la peur, la nuit. Je n'ai jamais signé pour ça. J'ai senti un souffle sur ma nuque
Et alors qu'il sirotait un café froid devant la baie vitrée, je l'ai tué. Je m'en souviens encore.